Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans Zigzag Café. Je vous rappelle, cette semaine consacrée à Claude Torasanta, c'est l'occasion à la fois de découvrir le parcours d'un homme, de découvrir le parcours d'un responsable d'information et de voir de quelle manière, à la fois, les racines, les goûts, les rencontres ont fait les programmes qu'il vous a proposés au cours d'un certain nombre d'années, les décisions qu'il a pu prendre. Je voudrais dire que sur ce plateau se trouvent, avant que je vous présente nos autres invités, des enseignants de Montbéliard. Ça nous fait plaisir de les avoir sur ce plateau. Je voudrais leur préciser, parce qu'ils m'ont tout de suite posé la question, non pas à savoir de quoi nous allions parler, mais quel temps fait-il du côté de Montbéliard, parce qu'il y avait du verglas pour partir. Je vous signale qu'il n'y en a plus, mais qu'il y a un peu de grésil. Donc voilà, vous restez avec nous et j'espère que cette émission vous permettra d'un tout petit peu mieux connaître une partie de l'histoire de Genève d'ailleurs, puisque Bernard Mermot est avec nous, réalisateur, avec Claude Torasanta ensemble, 4 émissions qui vont compter énormément. En 1977, c'est des années consacrées à Genève, les années 30, un important regard de la télévision sur notre histoire. André Gazu, grand reporter, je suis sûr que vous aimez ça, vous, qu'on vous dise grand reporter. En tout cas, en Suisse, ça ne s'emploie pas. Alors, voilà. c'est la première fois que je l'entends. Mais ça existe, c'est vrai, le grand reportage. Juste peut-être une question à vous, André. Claude Torasanta, vous étiez déjà à la télévision lorsqu'il est entré à la télévision, lorsqu'il a fait ses premières armes? Oui, j'étais déjà là. Et j'ai vu Claude arriver et faire des collaborations. Comme pigiste. Et une des premières collaborations, c'était sur le secret des banques, le secret bancaire. Ouais, en 60. Et moi, j'avais été très impressionné, d'une part, parce que Claude était, à l'époque, responsable de la rubrique économique, financière, à la Tribune de Genève, et que le sujet lui a dû beaucoup, parce qu'il a été interpellé par des banquiers qui, je me rappelle, avaient dit « Vous êtes un jeune journaliste très brillant, on vous prévoit une grande carrière, mais comment se fait-il que vous partez sur un sujet anodin comme le secret bancaire ?» C'est exact? Oui, vous vous souvenez de ces réactions-là? Tout à fait. Oui, certains banquiers à Genève trouvaient que ce n'était pas un sujet dont il fallait trop parler. Et puis avec nous Bernard Crétat, avec nous parce qu'on va parler tout à l'heure, il est conservateur au musée d'ethnographie à Genève, c'est pas à ce titre, c'est parce que tout à l'heure nous parlerons également de mai 68, où vous avez joué un rôle actif. Vous avez vu qu'il a changé quand même, Claude, hein, la cravate, ces agitateurs de mai 68 sont plus les mêmes. Je me réjouis de voir ces agitateurs de mai 68 qui mettent une cravate et qui deviennent conservateurs. Ça, je dois dire, Bernard. Méfiez-vous. Je vous en prie, mon cher. Si je peux dire quelque chose, je suis le seul à porter une cravate et c'est par plaisir d'être votre invité par amitié pour Claude Torasanta, mais il y a une autre raison. Ça m'étonne pas. J'en mets jamais. Regardez bien ma cravate, regardez-la bien. C'est la cravate des Jeux Olympiques 2006, dont j'ai l'honneur d'être en charge de la culture. Et au moment où il va y avoir plein de critiques sur les 68 arts attardés, alors je vous dis, il y a Cohn-Bendit pour l'Europe et Crétat pour les Jeux Olympiques. Messieurs, mai 68, quelle victoire! Mais c'est de la pub, ça. Hein. J'étais sûr qu'il ne venait pas par hasard comme ça. Merci Bernard. Moi, je vous propose une première séquence qu'on va voir ensemble. Regardez le jeune journaliste qui est chargé d'une mission qu'on a peut-être tous eu à faire un jour ou l'autre, c'est d'aller interroger quelqu'un célèbre dans des conditions qui ne sont pas toujours très confortables. Vous venez de l'apprendre, les premières délibérations constituant le Kennedy Round ont débuté cet après-midi. Claude Torasanta interviewe au passage quelques personnalités marquantes de cette conférence et en définit les grandes lignes. Mr. Herter, please, I'm sorry to disturb you. What do you think about the conference? Well, I have nothing new to say from what I've already said. We are prudently optimistic. Yes, you are very optimistic. We're prudently optimistic. Thank you very much. How long time do you think you will stay in Geneva? I'm expecting to leave on Friday. On Friday. Thank you, monsieur. Eh bien, vous le voyez, M. Herter vient de nous faire une déclaration au cours de laquelle il nous a déclaré qu'il pensait quitter Genève vendredi et qu'il était prudemment optimiste au début de cette conférence qui commence sur le Kennedy Round, ou pour parler français, des négociations Kennedy. Ces négociations, il s'agit, je crois qu'on peut le dire, de la plus importante tentative entreprise à Genève pour diminuer d'une manière sensible et d'une manière générale les droits de douane et les obstacles au commerce international dans le monde.
Monsieur le ministre, la télévision suisse, pourrais-je vous demander quel est votre pronostic au début de cette conférence? Bien, vous savez que nous venons participer à l'ouverture en réalité des négociations et il ne s'agit pas dans les tout prochains jours d'aboutir à des décisions, mais de mettre simplement en mouvement la négociation. Je suis sûr que tout se passera fort bien. Combien de jours pensez-vous rester à Genève? Moi, je reste cet après-midi et ce soir et je reviendrai le cas échéant. Vous reviendrez le cas échéant. Je vous remercie. Pardon. Voilà, 1961-63. Quel regard portez-vous et quelle critique faites-vous aux jeunes journalistes qu'on vient de voir? Donc, si j'étais directeur de l'information puis qu'un journaliste me montrait ce document, aujourd'hui, je serais assez sévère. Il s'en mêle dans les fils. Je veux dire, non, mais cela dit, en même temps, je regarde ça avec beaucoup de nostalgie. Et ça me ramène quand même 37 ans en arrière. Donc vous imaginez, je me vois un peu gamin comme ça. C'était mes tout débuts de télévision. Ça doit être 61, 62, mes tout débuts de télévision. J'apprenais un peu le métier. Alors il faut dire là aussi, si vous voulez, je m'excuse encore pour non, mais ça va mieux quand même. Ça va un peu mieux aujourd'hui. Oui, oui. C'est vrai qu'on nous lançait comme ça. C'est-à-dire qu'Alexandre Burgère, qui était directeur de l'information, nous faisait une totale confiance. Mais on m'a dit, il y a le Kennedy Round, il faut aller faire là, dans l'ancienne boîte à gifles, hein, le bâtiment électoral que connaissent bien les jeunes voix. Et puis on commençait comme ça, sans aucune formation et tout. Enfin, vous avez connu ça, Jean-Philippe, tu as connu ça, André. C'était vraiment une autre télévision. Une télévision où tout se faisait comme ça, avec un petit peu d'amateurisme, mais en même temps, avec l'immense... utopie, si j'ose dire, que tout était possible et tout. Et quand je vois ça, forcément, j'ai à la fois le sentiment un peu critique sur la manière dont ce jeune journaliste interviewe, un peu hésitant comme ça, s'en mêlant dans les fils et tout. Et puis en même temps de me dire, c'est vrai qu'on laissait faire aux jeunes journalistes ce que peut-être moi, directeur de l'information à la TV romande, j'aurais pas fait. J'aurais peut-être pas envoyé un gamin comme ça interviewer les ministres qui allaient entrer dans ces négociations internationales. Vous vous rappelez quel était votre statut à l'époque? Vous étiez dans la presse écrite et en même temps des collaborations à la télévision. C'est-à-dire que je suis rentré à la Tribune de Genève en 1960, je faisais de l'enseignement. C'était à l'époque, comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, où vraiment on pouvait choisir. Donc j'ai décidé d'accepter la proposition de la Tribune de Genève de créer une rubrique économique et financière. Et puis en 1962, j'ai eu une bourse pour aller aux États-Unis, à Harvard. Et au retour, j'avais été très impressionné. J'avais déjà eu quelques contacts avant avec la TV. C'est pour ça que je crois que ça date de 62, ça. J'avais pris contact avec Alexandre Burgère et je lui avais proposé de faire un certain nombre d'émissions. Et j'ai commencé à faire ce qu'on appelle des piges à côté, qui ont dans un premier temps été ce type d'interview, de commentaires face à la caméra. Puis ensuite, j'ai fait des sujets du genre vie et métier, des petits sujets avec Raymond Barra. Et puis j'ai commencé à faire des reportages divers avec Alain Tanner, Gazieux comme caméraman. Continent sans visage, j'en ai fait pas mal. Et puis ensuite, je suis parti à Paris, on pourra peut-être en reparler. Et c'est au retour de Paris que je suis rentré définitivement à plein temps à la TV. Donc j'ai eu, si vous voulez, pendant environ 7-8 ans, à la fois mon travail de journaliste presse écrite et des collaborations à la TV romande. Moi, je voudrais rappeler au passage que j'ai eu comme étudiant en sociologie Claude Torasanta comme assistant à l'université dans un cours qui avait lieu le lundi matin et qui s'appelait les moyens de communication modernes. Et déjà à l'époque, nous étions fascinés par le talent oratoire, mais ainsi que l'autoritarisme de l'assistant. Oh non, ça c'est pas possible, ça. La première partie, oui, pas la seconde, non. Alors moi, je vous propose, parce que c'était un peu l'objectif de la semaine. La grande difficulté pour nous, au fond, c'est de se dire, avec une carrière comme celle de Claude Torasanta, c'est très difficile de choisir un certain nombre d'émissions pour parler. On en a revu plusieurs, et puis on s'est dit quels sont les grands traits que l'on retrouve, selon nous, en toute subjectivité, dans la carrière de Claude Torasanta. Et puis vous vous rappelez que lundi, on a fait la première partie de son parcours de vie, c'est-à-dire l'origine, le père ouvrier, le grand-père, qui avait dû quitter la Corse avec très peu de moyens. Et ce souci du monde ouvrier, on va le voir réapparaître très 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 souvent avec beaucoup d'acuité. Ce reportage que l'on va voir, un extrait d'un reportage qu'on va voir maintenant, date exactement de cette époque. J'aimerais que vous le regardiez pour que nous le commentions ensuite. C'est pour nous les moyens. Mais avec ces Vous êtes satisfaits d'être ouvriers les uns et les autres? Non. Non, pas du tout alors. Pourquoi? Parce que quand on pense 4 ans d'apprentissage, pour arriver à des salaires qu'on a, ils paraissent pas mal, mais comme vous voyez le coût de la vie qui augmente toujours, hein, non, on peut pas dire qu'on s'enrichit pas en tout cas. Mais alors pourquoi vous ne faites pas un autre métier? Bah, on aime encore notre métier, malheureusement, c'est ça. Pourquoi malheureusement? Malheureusement, mais il y a beaucoup de jeunes qui finissent l'apprentissage et qui vont dans d'autres secteurs, dans les banques. Mais est-ce que vous avez l'impression que vous êtes différent des employés de moi, par exemple? Oui. En quoi? Oui.
Dans certains sens, on est différent. Par exemple, on timbre, nous. On est contrôlé sur le boulot, on a des temps et tout qu'on doit tenir quand même. On a le problème des salopettes, quoi qu'on en dise, entre l'employé et l'ouvrier. Il y a quand même une différence entre la salopette et la blouse. C'est le col blanc. Vous portez des blouses, presque tous portent des blouses. Oui, mais on n'a pas la cravate, la chemise blanche et tout. Oui, mais le fait que nous devrions timbrer alors que les ouvriers qui passent à côté de nous, qui viennent même une demi-heure plus tard que nous, n'ont pas besoin de timbrer. Les employés, donc. Nous avons quand même l'impression de passer sur un joug. Vous voyez ? Ça vous gêne de pointer tous? Ah oui, terriblement. Oui. Vous aimeriez qu'elle soit subtile? Et nous n'avons déjà pas le même horaire que les employés, il faut bien spécifier. Nous faisons beaucoup plus d'heures que les employés. C'est quand même une humiliation de nous faire timbrer alors que d'autres n'ont pas besoin de le faire, vous voyez ? Puis surtout dans la même usine encore. Ouais. Ce qu'il y a. Je vois pas pourquoi les employés ne timbrent pas, puis nous on doit timbrer. Et la sécurité du travail? Il n'y a pas de sécurité de l'emploi. Le patron peut, un jour ou l'autre, c'est pas marqué déjà dans la Constitution qu'on doit donner à chaque ouvrier un travail, le travail obligatoire et le logement. On n'a pas de sécurité. Un jour ou l'autre, le patron peut nous dire on ferme les portes et puis on vous met à la porte, sans nous reconvertir dans autre chose, quoi que ce soit. Vous avez peur d'une crise, du chômage, d'être mis à la porte? Oui, nous avons peur. Oui, certainement, oui. Bon, on l'a pas vécu parce qu'on est encore trop jeune, mais les camarades plus âgés qui ont vécu la crise, ils sont encore très marqués, même maintenant. Hein. On voit ça avec un camarade. Au milieu de la semaine, ils venaient, ils nous sortaient, ils disaient, on n'a plus de travail, vous pouvez aller timbrer. Puis on nous cherchait tout à coup, nous voit, vous pouvez nous venir. Ça, c'est pas un état comme ça de vivre. Je suis jamais sûr si on peut venir, si on peut travailler ou pas. Alors c'est une séquence tirée d'un reportage de 65, tournage avec Alain Tanner. Le réalisateur était en 1965. C'était un dossier, ce n'était pas un continent sans visa, c'était une émission spéciale qui s'appelait Les Dossiers. 1965, réalisateur Alain Tanner, caméraman André Gazu, qui est là, qui est devenu réalisateur après. Et je signale aux téléspectateurs que le personnage à moustache qui parle maintenant s'appelle André Ediger, qu'il est devenu maire de Genève, il était très militant à l'époque, membre du Parti du Travail, dont il est toujours membre d'ailleurs. Je dirais que lui aussi a évolué, moins critique aujourd'hui et plus rond. Comme toi, il s'intéresse au sport d'ailleurs. Peut-être plus qu'à la condition ouvrière. Là, je suis un peu méchant. Non, là, il ne peut pas nous répondre. Mais ce qui nous a frappé dans cette séquence, c'est qu'on voit les ouvriers que vous interrogez à ce moment-là, puis il y en a plus âgés qui disent « mais nous, du temps des années 30 ». Et puis aujourd'hui, en 1999 ou 98, on se dit « mais tiens, est-ce que finalement, l'histoire, d'une certaine manière, elle ne bégaye pas ?» Oui, je dirais... D'abord, juste si vous permettez une petite précision. Quand ce sujet a été fait, il a suscité quand même des réactions dans les milieux patronaux et autres qui ont, disons, exigé ou obtenu, disons plus exactement, de la télévision qu'il y ait un sujet qui soit fait sur les patrons, pour un peu, en quelque sorte, compenser. Quand on le revoit, c'était pas un sujet très critique, simplement il montrait la réalité. Et où vous avez raison, c'est que on avait le sentiment à l'époque que s'il y avait cette condition ouvrière qui était encore très réelle, le pointage qu'on ne voit pas là, le travail aux pièces, les gens payés aux pièces, je pense notamment aux femmes, on retrouvait une situation des années 30, mais on se disait, la reprise est telle, la prospérité, c'est l'époque des 30 glorieuses, c'est bientôt fini tout ça. Il y a eu quelques années après un temps présent sur qui sont les chômeurs suisses, les 60 et quelques chômeurs suisses. Et on retrouve aujourd'hui cette condition-là, je dirais, pour les clandestins ou les travailleurs étrangers, le chômage qui revient, et je dirais qu'entre les années 30, auxquelles je me suis intéressé avec Bernard, ces années 60 et ces années 90, le sentiment d'une répétition des événements, et qu'en fait, on n'a pas encore résolu tous les problèmes sociaux de notre société. Bernard, vous êtes d'accord avec ce sentiment qu'il y a répétition ou bégaiement de l'histoire ? C'est vrai qu'il y a répétition, mais peut-être avec une brutalité nouvelle. Il y a un groupe de chômeurs qui prépare un événement sur la plaine de Plainpalais pour la fin de l'année 1999 et leur thème c'est de l'exploitation à l'exclusion. Ces gens que tu as montrés étaient des gens de l'exploitation. Mais effectivement, c'était une problématique qui nous paraissait provisoire parce que les choses allaient être résolues dans notre illusion. Aujourd'hui, on vit une autre problématique qui est la brutalité de l'exclusion. Et puis, il y a une réalité, je me suis intéressé à ça récemment, qui est la situation des gens en Suisse, dans ce pays prospère, où les gens gagnent bien leur vie. Dans ce pays prospère, il y a de plus en plus de gens qu'on peut appeler des travailleurs pauvres, qui ont un emploi, un logement, une famille, des enfants, enfin qui sont des gens normaux. Alors ils peuvent être
hommes seuls ayant versé une pension alimentaire, femmes divorcées, que sais-je et autres, mais dont le salaire ne suffit pas pour vivre et qui doivent faire appel à l'assistance publique pour compléter leurs revenus. Ce sont des gens normaux, hein, c'est pas des marginaux, des chômeurs et autres. Et on est en 1998, c'est-à-dire par rapport à cette situation, par rapport aux années 30, on s'aperçoit effectivement qu'il y a encore, comme tu le dis, non plus simplement peut-être de l'exploitation, mais il y a encore une forme d'exclusion qui est quand même une chose inquiétante. Alors Claude Torasanta, en 1977, la télévision suisse romande fait événement avec 4 émissions consacrées à Genève, la Genève des années 30. Lorsque vous faites ce choix de traiter ce sujet, qu'est-ce qui intervient dans le choix? À la fois la fibre personnelle, le parcours de vie, ou en même temps l'envie de faire en sorte que à la télévision, l'histoire ait sa place? Quels sont les éléments? Je dirais qu'il y a différents éléments. J'ai toujours été très intéressé ou passionné par l'histoire contemporaine, dans la mesure où je pense qu'un journaliste, pour expliquer le présent, doit bien comprendre le passé. Et donc s'intéresser à l'histoire. Et j'étais toujours frappé quand je parlais dans les années 70 ou 60 avec des gens de la situation à Genève, à quel point il y avait toujours, revenaient ces tensions sociales très fortes qui avaient eu lieu dans les années 30 avec, il faut le dire pour le public qui est ici et pour un certain nombre de téléspectateurs, l'intervention de l'armée le 9 novembre 32, 13 morts, ça avait vraiment bouleversé Genève. Et puis je dirais que pendant 20, 30, 40 ans, on n'en avait plus parlé. C'est comme si c'était un sujet, je dis pas tabou, mais enfin, le choc avait été tel que les gens avaient intégré le silence, on occultait. Et on s'est dit avec Bernard Mermot, je me suis dit, ça serait intéressant d'analyser ce qui s'est passé, parce que ces événements-là, qui concernent d'ailleurs pas seulement Genève, mais la Suisse, permettent aussi d'expliquer d'autres tensions sociales. Et c'est pour ça qu'on s'est lancé dans cette aventure qu'on a appelée le temps des passions. Alors, un extrait d'abord. Dans la deuxième émission de cette série, nous avons évoqué le rôle de l'Union nationale, ce mouvement extrémiste animé par Georges Oltramar, dont le style et les slogans l'assimilaient au mouvement fasciste de l'époque. La gauche genevoise réagit vivement à ce cérémonial, à cette montée d'un extrémisme qui l'inquiète. Genève se divise en deux camps. Et c'est dans ce climat de passion et de violence que va éclater le drame du 9 novembre 1932, thème principal de cette troisième émission. Ce sont ces soldats qui accomplissaient leur école de recrues à Lausanne qui vont être amenés à intervenir. Ce n'est pas sans réticence d'ailleurs que le département militaire fédéral accepte la requête du Conseil d'État. Car, pensait-on à Berne, des recrues sont peu préparées à mater une émeute. La fusillade dure 12 secondes. Elle fait 13 morts, 65 blessés. Voilà des images très fortes d'une époque. Peut-être ce serait difficile de toute la raconter maintenant, mais quels sont les éléments principaux qui font qu'on va arriver le 9 novembre à cette situation dramatique? Il y a une situation sociale, le chômage avec des protections quand même des chômeurs moindres qu'aujourd'hui. Hein. Il n'y a pas le revenu minimum pour les chômeurs et autres. Deuxièmement, l'affrontement entre deux camps. D'un côté, les mouvements fascistes, l'Union nationale, et de l'autre côté, une gauche très dure. Troisièmement, alors une série d'erreurs du gouvernement, du Conseil d'État, une série d'erreurs des autorités, qui fait qu'une manifestation qui est organisée contre la gauche, contre les dirigeants de la gauche, va déraper. La gauche décide de faire une contre-manifestation, l'armée intervient, dans des conditions aberrantes d'intervention avec des recrues qui n'étaient pas habitués, un officier qui se laisse déraper, puis en même temps qui n'aimait pas beaucoup les gens de gauche. Et je dirais qu'il y a une série de circonstances qui va faire que cet événement va devenir la tragédie du 9 novembre. Et surtout, je crois, ce qui est important à dire, parce que ça nous ramène un tout petit peu à cette fin de siècle, c'est une situation sociale grave, et deuxièmement, un affrontement gauche-droite très violent. Nous sommes en 1932, c'est-à-dire au moment où Hitler va prendre le pouvoir en Allemagne, hein, les élections vont avoir lieu, Hitler va arriver au pouvoir en 1933, au moment où on monte progressivement
vers la guerre, où il y a un anticommunisme très fort. Et donc, je dirais, c'est un climat de tension, d'affrontement verbal, physique, et là qui vont devenir meurtrières. Alors Bernard Mermot, vous avez co-signé cette émission, vous avez travaillé comme réalisateur, vous avez fait un certain nombre de recherches, juste pour que les téléspectateurs se rendent compte, un travail comme celui-là qui est d'ailleurs consigné dans un livre, Le temps des passions, c'est plusieurs centaines de témoins qu'il faut rencontrer. Vous vous rappelez de l'ampleur de la tâche ? Ah oui, c'était une histoire assez extraordinaire. D'ailleurs, le titre est bien choisi parce que Le temps des passions, la passion, elle était aussi bien dans l'équipe qu'avait constitué Claude que dans le titre du film. À telle enseigne que, à peine je suis parti là-dedans, en pré-préparation, que j'avais accumulé tellement de photos que lorsque Claude m'a demandé quel était le montant de la facture, je ne m'étais pas rendu compte jusqu'où j'étais allé, il avait pour plus de 20 000 francs. Il a été comme épouvanté dans un premier temps, et moi, pas un seul instant, je n'ai douté de la chose, parce que je dis c'est tellement important ce que je découvre, qu'il faut absolument l'assurer, le copier. Je le copiais moi-même, je photographiais, j'ai fait 4000 reproductions moi-même le soir, parce que c'était aussi la façon la plus économique de travailler, et puis de pouvoir rendre rapidement les dossiers qu'on me prêtait. Et alors, Claude, voyant ça, il s'est dit, non de bleu, mais il faut justifier tout cet argent dépensé, comment je vais faire ? Le voilà qui part en vacances, en Bretagne, et alors là, tenez-vous bien, Claude Toracinta, paraît-il, se levait tous les matins à 8h et jusqu'à midi, il travaillait sans arrêt à rédiger le scénario. Il faut dire qu'au départ, j'avais constitué un dossier, il faisait au moins 30 cm de haut, avec tout ce qu'on pouvait trouver sur la place en thèse universitaire, en livres historiques. Il a avalé tout ça en un mois. Et le scénario est écrit. Et dans le scénario, quand j'ai vu ça, j'ai failli reculer parce que je me suis dit, mais j'ai pas fait assez de travail, il va falloir 10 fois plus de photos. Parce qu'en effet, on a fait 4 émissions, oui. Mais ça a fait 5 heures de film. Mais c'est, alors, vous voyez, Claude, et faire bouger les photos, c'était... Voilà. Bien sûr, Claude, c'est une contribution à l'histoire, mais c'est en même temps, à partir de ce moment-là, on va dire, ah oui, mais ça y est, les Rouges sont arrivés à la télévision. On le disait avant. Oui, très probablement, mais ça allait confirmer un peu. Il ne faut pas oublier que dans les années 70, notamment après 1968, d'abord arrive une nouvelle génération de journalistes. Journalistes dont vous êtes, dont d'autres sont, plus poussés sur l'investigation, sur l'enquête, moins complaisants à l'égard des pouvoirs, je dirais même plus critiques. Et en même temps, dans une partie de l'opinion, on se méfie beaucoup de cette télévision qui fait des sujets sur l'ouvrier suisse, qui met en cause, qui parle de ce qui ne va pas. Et il va y avoir dans les années 70 et les années 60, début des années 70 et le début des années 80, de très fortes tensions. Je me rappelle d'un sujet dont vous vous souvenez peut-être, mon cher Jean-Philippe, sur Chermignon, Cabale à Chermignon, que vous aviez fait avec Jean-Claude Chanel, et le titre du Nouvelliste du Rhône était de dire « Le loup rouge, parlant de moi, débarque à Chermignon ». Donc je veux dire, c'est vrai qu'il y avait une image que nous avions d'être très critique à l'égard des institutions. En réalité, moi j'ai toujours été un bon social-démocrate, mais il y avait cette image-là, et forcément, faisant un sujet sur les années 30, ça a conforté. Je crois ce qu'il faut dire, c'est que ça a été, à Genève, mais hors de Genève, un événement, j'entends par là. C'est-à-dire que ces émissions sont tombées au moment où, je crois, où Genève était capable, comme la Suisse maintenant par rapport à ce qui s'est passé pendant la dernière guerre, était capable de se réintégrer son histoire et d'être alors moins passionné pour la regarder. Et je veux dire que ça a été un événement à Genève, de ce point de vue-là. Les Genevois redécouvraient ce qui s'était passé et pouvaient le faire avec une toute petite distance, si j'ose dire. Je vous propose un deuxième extrait parce qu'il faut rappeler qu'évidemment, à cette époque des années 30, c'est la crise, 5 fois plus de chômeurs en 5 ans. C'est une protection sociale extrêmement faible, vous le rappeliez tout à l'heure. Regardez. Lors des élections de 1933, près d'un Genevois sur 2 a voté socialiste. Léon Nicole et ses amis ont obtenu la majorité au Conseil d'État. Que vont-ils pouvoir faire ? Comment vont-ils tenir leurs promesses ? À quelle opposition vont-ils se heurter ? C'est là le thème de la 4e et dernière émission de cette série, consacrée à la Genève passionnée des années 30. À Genève, le nombre des chômeurs passe de 5 à 8 000. Plus de 10 000 personnes doivent faire appel au secours de l'État ou à la générosité de ceux qui travaillent. Ces actions charitables furent utiles, mais elles demeuraient insuffisantes. Les chômeurs demandaient à l'État de créer des emplois, car nombreux sont ceux qui s'endettent et ne peuvent plus payer leur loyer. C'est en effet le temps des saisies et des expulsions.
Alors retour sur ce plateau parce qu'il y a des chiffres qui apparaissent. Il faut dire que la ville est moins grande quand même à l'époque. Près 2 fois moins d'habitants. 2 fois moins d'habitants. Mais si on les compare à ceux d'aujourd'hui, quelle est leur signification? Ce qui est très révélateur, c'est qu'aujourd'hui, il y a grosso modo, je crois, à peu près 16 000 chômeurs à Genève. Je veux dire, il y a beaucoup plus qu'à l'époque. Et que deuxièmement, l'assistance publique, que je connais bien, grosso modo, chaque année, 15 000 personnes font appel à l'hospice général. Alors le grand changement, quand même, il faut le dire, c'est que les lois sociales sont intervenues. Il y a beaucoup plus de protection des travailleurs, des salariés, d'une manière générale. C'est-à-dire que les gens ont quand même à l'époque, il n'y a quasiment rien. La VS n'existe pas, la plupart des gens n'ont pas de retraite. Les premiers congés payés, c'est 31-32. En France, ça va être le Front populaire. Donc je veux dire, c'est une situation sociale quand même totalement différente. Il y a quand même beaucoup plus de protection aujourd'hui, mais comme l'a dit très justement tout à l'heure Bernard Creta, les gens sont peut-être moins exploités, ont plus de droits sociaux. Mais d'un autre côté, il y a une exclusion, il y a une paupérisation des gens, il y a une mise à l'écart des gens dans une société, c'est une formule qu'on utilise tout le temps, mais qui est une réalité, d'une société effectivement à 2 vitesses, où il y a une partie des gens qui sont largués. On va entrer dans un autre domaine, une autre période de l'histoire, mais peut-être juste un mot, Claude, parce que Bernard Mermot nous a dit de quelle manière il vous avait perçu. Ah oui, alors il est un fou de recherche. Un peu oui, non, lui, alors... ce qu'il est, parce que c'est peut-être aussi, je ne sais pas, une espèce en disparition d'ailleurs, mais c'est vraiment des personnages rares. Il faut tomber sur Bernard Mermot pour réaliser ce qu'on vient de voir. Je crois qu'on n'aurait pas fait ces émissions si lui n'avait pas été là, parce que j'allais être vulgaire. Embêtant les gens, retournant chez eux, allant voir, les obligeant à sortir leur album de famille, disant non, je suis sûr que vous avez quelque chose, retournant, allant les voir. Et il a accumulé une documentation, on en parlait avant l'émission, parce qu'on va faire des tirages et tout, qui est quasiment unique pour Genève sur cette période, et qui va être donnée quand nous ne serons plus là, parce qu'il avait ce côté, je m'excuse mon cher Bernard, pinailleur. Je pourrais dire un autre mot si vous voulez, mais vraiment insistant auprès des gens, et il a fait ce que permet un temps de préparation très long. Et c'est là peut-être par rapport à la télévision, il faut dire, c'est que ce type d'émission se fait si les réalisateurs, les journalistes ont le temps d'aller chercher la documentation, de préparer, ils ne font pas un fast-food télévisuel. Et de ce point de vue-là, j'espère qu'il y a encore beaucoup de Mermot à la télévision romande actuellement. André Gaziou, vous êtes d'accord ? C'est un temps où l'on prend le temps de faire les choses. C'est un temps où on a conscience que le temps est déterminant pour faire notre travail. Et ça, je crois qu'il n'y a pas de doute que pour faire un travail soit d'investigation, soit de réflexion, il faut laisser du temps au temps. Et on est dans une civilisation où la presse et la télévision n'échappent pas à la rentabilité à tout prix, mais alors c'est le fast-food. Mais il y a aussi une chose, c'est quand les gens ont moins de préparation, ils vont faire des sujets beaucoup plus consensuels. Il y a quand même un aspect idéologique qu'il faut voir. Et je voudrais dire une chose. À l'époque, Claude était chef de département et producteur de temps présent. Et il y avait eu le début, l'amorce d'un syndicat des cadres. Et je crois que Claude, tu avais dit, moi je ne vois pas pourquoi je serais là-dedans, car je suis un homme de programme. Maintenant, on est à une autre période, puisque ce syndicat des cadres, ou ce groupement des cadres existe, hélas. On va revenir alors à un autre événement. On est en 68 et vous êtes journaliste correspondant à Paris, c'est ça ? Oui, je suis parti à Paris en 66, comme correspondant pour la Tribune de Genève, je m'excuse, je suis en train de perdre ma voix, et en même temps pour la télévision. Et j'ai donc passé une période fascinante, 2 élections présidentielles, puisque j'avais couvert celle de 1965, les événements de mai 68, une dévaluation, 2 élections législatives, et j'habitais le quartier latin, donc je veux dire, c'était... Pour un jeune journaliste, j'avais 34 ans. C'était au moment des événements de 68. C'était une période passionnante. Alors écoutez, je vous propose quelques images qui vont à la fois vous intéresser les enseignants de Montbéliard qui sont avec nous et qui partagent ce moment de télévision, puis bien entendu tous nos invités. Le 21 mai, Daniel Cohn-Bendit, qui est de nationalité allemande, est déclaré interdit de séjour en France alors qu'il se trouve aux Pays-Bas pour un bref voyage d'information. Déclaration faite à Amsterdam à 20h30 par Danny Cohn-Bendit pour le gouvernement français. Selon les agences de presse, il paraîtrait que je suis interdit de séjour en France. Le mouvement du 22 mars de Nanterre et toutes les organisations révolutionnaires démontreront que cette mesure n'est qu'un coup d'épée dans l'eau. Le mouvement révolutionnaire
qui se développe en France aujourd'hui rassemble ouvriers, chômeurs, étudiants et intellectuels, et ce mouvement n'a pas besoin de leader, quel qu'il soit. Le mouvement a trouvé sa forme d'organisation telle qu'il n'a pas besoin d'un chef ni d'un comité central. Mais il est évident que je me fais un devoir de rentrer dans les 2 ou 3 jours qui viendront en France pour continuer la lutte en tant que militant révolutionnaire contre le régime gaulliste et la société capitaliste. Vive la lutte des... Un groupe de manifestants enfonce les grilles de la bourse et y mettent le feu. Voilà, d'abord peut-être quelques questions concrètes. Vous étiez où, lorsque ces événements se produisent? Au moment où la bourse brûle, bon, l'image de Cohn-Bendit, il est à Amsterdam. D'accord. Enfin, il n'est pas là. Au moment où la bourse brûle, je suis en train de dicter un papier pour mon journal, car c'est le soir où De Gaulle a fait son discours annonçant un référendum, qui était un mauvais discours, il s'est planté. C'était le 24 mai. Et j'ai téléphoné à mon journal ce texte, un commentaire pour dire « c'est pas un bon discours ». Il a mis à côté de la plaque. Mon rédacteur en chef m'a dit « mais vous vous trompez totalement, Claude, je suis pas d'accord avec vous ». On a eu une discussion. Et j'ai ouvert la fenêtre au bout d'un moment pour lui dire « mais écoutez, je m'excuse, écoutez ». D'ailleurs, je suis reparti après la bourse et tout. Je dis, écoutez, je lui ai mis l'écouteur à la fenêtre et ça sautait. J'habitais le quartier latin et c'est le premier soir où les CRS utilisaient ce qu'on appelle des grenades explosives. Alors, c'est pas dangereux, sauf si on la prend dans la main, mais ça fait beaucoup de bruit. Et mon rédacteur en chef a écrit un éditorial le lendemain matin qui commençait ainsi. Alors que les bombes explosent sous les fenêtres de notre correspondant, vu de Genève, les choses s'arrangent. Si vous voulez, j'avais chaque jour 2 papiers à faire, plus parfois des émissions pour la TV. Je faisais chaque fois un papier d'ambiance sur un événement auquel j'avais assisté, et puis une analyse. Ce que j'ai beaucoup appris dans ces événements-là, si vous voulez, c'est les limites de notre travail de journaliste. Je dis toujours que c'est un peu comme Fabrice Del Dongo à Waterloo, dans La Chartreuse de Parme. On ne voit que certaines choses. Et on ne voit pas tout, et c'est avec le recul du temps, avec l'histoire, qu'on voit les choses. Par exemple, moi, l'analyse que je faisais beaucoup sur place était une analyse politique. Et il a fallu un certain temps pour que je découvre que mai 68, c'est beaucoup plus que ça. C'est beaucoup plus une révolution culturelle, l'affirmation des minorités, le rejet des vieilles structures universitaires. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, c'est un peu ça que ça m'a appris. André Gazu, vous, mai 68, vous êtes où? Ah, moi, je me désespère. Je me désespère parce que je suis aux États-Unis et je me dis l'histoire est en train de se faire en France. Enfin, tous les journalistes d'ailleurs européens se disaient mais qu'est-ce qu'on fait aux États-Unis à couvrir la campagne de Kennedy? Et puis, en fait, ça a été l'assassinat de Robert Kennedy. Vous pouvez peut-être juste nous raconter de quelle manière vous avez suivi cet événement-là? De Robert Kennedy? Simplement, écoutez, on avait décidé avec Lagrange, réalisateur et Dumur qui était journaliste, de suivre une campagne électorale d'un candidat qui avait de fortes chances. C'était la période des primaries, c'était celle de Californie, c'est ce qui permet de donner l'orientation. Et ça faisait une quinzaine de jours que nous suivions à travers toute la Californie le candidat Robert Kennedy. Tous les jours, on était très 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 près de lui, il n'y avait pas les mesures de sécurité qu'on connaît maintenant. Jusqu'au jour fatidique, le soir des résultats, où il se fait abattre. Mais il se trouve que ce soir-là, si mes souvenirs sont justes, il y a 2 équipes. Il y a une équipe allemande et vous-même. L'équipe allemande dit, c'est finalement pas très intéressant ce qui se passe, on rentre se coucher. Vous restez. Oui, mais nous, ils étaient là depuis 3 mois en train de le suivre, nous depuis 15 jours. Donc je comprends très bien l'équipe allemande. Vous tenez la caméra, on n'a pas la séquence là, mais vous tenez la caméra et à un moment, vous assistez à un changement. Des gens qui célèbrent un candidat qui a des chances de gagner, la joie, et puis tout d'un coup, quelque chose se passe. Lorsque vous êtes derrière votre objectif, vous vous rendez compte? Il y a quelque chose qui se passe, effectivement. C'est la même chose sans être la même chose.
Mais la chance que j'ai, c'est que comme j'étais sur la tribune de Kennedy à côté de lui, j'ai le public face à moi, alors que la TV américaine, qui était sur des échafaudages, avait le public de dos. Donc j'ai perçu, je crois, très vite qu'il se passait quelque chose, mais il a fallu entendre gunshot, etc., pour se rendre compte qu'il y avait eu attentat. Et finalement, c'est un reportage qui va marquer l'histoire de la télévision. C'est un tout grand reportage, puisque d'ailleurs il a obtenu l'Emmy Award, qui est, je crois, l'un des plus grands prix de télévision qu'on puisse obtenir. Et c'est un reportage qui fait honneur, je dirais, à cette maison, et puis surtout à lui en tant que caméraman. Et le réflexe, la sensibilité. Moi, j'étais très fier, c'est d'avoir une demi-page sur moi dans le New York Times. Bah, vous voyez, tout ce qui m'a valu des tas d'inimitiés. Moi, je vous propose qu'on retourne aux événements, parce que justement, il y a un personnage qui va intervenir, et peut-être qu'on pourrait prolonger l'analyse de ses propos. Premier ministre, le président de la République s'adressera-t-il aujourd'hui à la nation? Je ne pense pas, n'est-ce pas? Mais si je puis vous résumer l'opinion du président de la République, c'est la réforme oui, la chienlit non. C'est un référendum, tu vas voir. En étendant la formation des jeunes, en assurant leur emploi, Le chômage. français. Au mois de juin, vous vous prononcerez par un vote. Au cas où votre réponse serait non, il va de soi que je n'assumerai pas plus longtemps ma fonction. Il a dit n'importe quoi. Il a dit n'importe quoi. Il a dit n'importe quoi. Commentaire, c'est le 24 mai au soir, c'est le discours dont je parlais tout à l'heure. Et c'est vrai qu'être dans la rue, et la foule a senti tout de suite que c'était un mauvais discours. Ouais. Et ce moment où les gens ont sorti leurs mouchoirs, c'était fascinant. Et c'est pour ça que je suis rentré vite faire mon papier, dont l'anecdote que je vous ai racontée. Et ce qui est intéressant, c'est quand le 24 et le 30 mai, c'est totalement différent. Le discours du 30 mai, qui est un discours radio, de ce personnage extraordinaire qui sent les choses, qui utilise la radio, cette masse de gens qui descendent dans la rue, qui remontent les Champs-Élysées, ce sont les autres, les gaullistes. Et là, il avait parfaitement mis alors au cœur de ce qu'il fallait. Et là, il a été suivi. Alors que le 24 mai, qui est le point ultime, ce soir-là, ça va vraiment être violent. Le commissariat du Panthéon est en faillite, la bourse, on l'a vu tout à l'heure. Et c'est vrai que ce personnage de Gaulle, moi, jeune journaliste, vous imaginez arrivant à Paris, la première conférence de presse, totalement mise en scène, de poser les questions que certains journalistes, il avait appris son texte par cœur. Jeune journaliste, vous êtes dans la salle à l'Élysée, c'est la première fois que j'étais à l'Élysée, il entre, il y a le gouvernement qui est là à gauche, et toute la salle se lève, et je me suis levé comme les autres. Tout le monde se lève. Alors théoriquement, un président de la République fait une conférence de presse, vous n'avez pas à vous lever. Une espèce de respect comme ça et tout, d'un personnage charismatique et légendaire incontestablement. C'était vraiment un grand bonhomme, même s'il a commis des fautes politiques. Alors Bernard, ça va être à nous là, parce qu'on va regarder une séquence. C'est mai 68, pas tout à fait en 68, mais en tout cas en Suisse, regardez. Le droit de cette créativité qu'elle réclame aujourd'hui, alors je pense que si nous avons ces éléments en présence, cohésion, solidarité et dynamisme, notre manifestation a effectivement un sens. Cette séquence, à quel moment? Sans cravate. C'était un moment particulièrement important où, au fond, comme ici, une série de syndicats se sont interrogés sur leur attitude. Après tout, nous avions cessé d'être que les mauvais garnements de l'université.
se posait la question de manifestations communes. Alors la question qui se posait déjà à l'époque, c'était la capacité de tenir l'ordre pendant les manifestations. C'était une question très suisse et je me souviens, moi, qu'à l'issue de ce discours, on avait fait une manifestation et qui avait laissé pontois d'admiration les journalistes venus de France, tellement nous étions disciplinés. Quand je vois tout ça, ce qui me frappe, il y a une continuité qui me frappe. Mai 68 a eu des répercussions jusque très tard. Il y a eu un bouleversement de la société qui a été possible avec ça, mais il y a quelque chose qui me frappe. Lorsque vous avez évoqué l'un et l'autre les années 1930, déjà on avait fait venir des gens du pays profond auquel j'appartiens comme garant de l'ordre. Après 68, il y a encore des gens du pays profond que le monde urbain utilisait soigneusement, qui disaient « si à Genève, si à Lausanne, vous ne réussissez pas à tenir l'ordre, nous viendrons remettre de l'ordre ». Et aujourd'hui, dans le blochérisme latent de la Suisse, c'est le même élément de base, le même conservatisme-là. Moi, je suis frappé par cette continuité. Si jamais il y a du désordre, on viendra à nouveau faire ça. Regardez, ça bouge dans les universités aujourd'hui. Ce qui me frappe, même si les revendications sont autres, c'est que les responsables qui sont face aux jeunes ont le même discours borné et conservateur qui était celui de 68. Je suis fasciné. À part un ancien 68ard comme Georges Kleiber, il faut le faire. Et je suis frappé par ailleurs sur le fait que lorsque des gamins ont fait quelques débats à l'occasion de l'Organisation mondiale du commerce, il y a eu une mobilisation autour de l'ordre. Moi, ce qui me reste le plus de toute cette période, et celui qui est notre figure de proue, pour qui j'ai une admiration sans borne, c'est-à-dire Daniel Cohn-Bendit, et on voit maintenant ce qu'il fait, c'est à la fois le sens de l'expérimentation, d'innover, d'essayer. C'est le refus de tout dogmatisme. Je crois que nous sommes, de cette génération-là, un goût de l'expérimentation et de l'innovation, un refus de tout dogmatisme et de tout mot d'ordre. Troisième credo, c'est qu'on ne pourra pas faire à l'être humain ce qu'on veut, il est toujours affecté d'une capacité de révolte. C'est ce que dit Pierre Bourdieu aux chômeurs et aux exclus de France, c'est ce qui se passera. Vous êtes d'accord avec cette analyse, Claude ? Oui, bien que je trouve qu'il y a beaucoup plus de possibilités d'expression aujourd'hui. Je suis quand même frappé, mai 68 a lieu 4 ans après l'exposition nationale de 64 en Suisse. Tu la connais mieux que moi. Et je l'ai frappé à quel point nos structures institutionnelles dans ce pays, comme en France, mai 68, c'est une explosion contre de vieilles structures rigides, contre une forme de morale. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus l'émergence de minorités, qu'il y a beaucoup plus de possibilités d'expression, que le discours critique est plus entendu. Je suis plus inquiet sur le plan social. Beaucoup plus inquiet sur le plan social. Beaucoup plus inquiet par la précarisation et la paupérisation, d'autant plus que ceux qui sont aujourd'hui exclus, on le voit en France, je le dis devant les gens qui sont ici, on le voit ici aussi, que souvent ceux qui sont exclus se tournent vers des mouvements extrémistes, Le Pen en France, Blocher en Suisse, c'est-à-dire contre des... Ils ont peur contre des... Alors ils se tournent vers des mouvements populistes. J'ai l'impression que dans les années 60, de ce point de vue-là, c'est un peu différent. Mon inquiétude, c'est ça. C'est la paupérisation et la précarisation. Ça n'est pas le refus de l'expression qui me semble beaucoup plus grand aujourd'hui. Ce qu'il faut dire, c'est que 68 a eu la chance d'être ensuite institutionnalisé et repris. Il y a eu des mouvements syndicaux, il y a eu des partis politiques. La société a maturé. Ce qui est extrêmement grave aujourd'hui, c'est qu'il y a une exclusion sociale dont nous ne voyons pas qui, quoi, comment pourrait endiguer. Merci. En tout cas, on reviendra naturellement sur ces questions demain et après-demain, puisque vous avez des hautes responsabilités dans le cadre de l'Hospice Général à Genève. Je voudrais vous préciser, pour qu'on termine de manière détendue, que Madame Savary nous a téléphoné parmi les nombreux téléphones pour nous dire il faut que Claude prenne du sirop Euphone et cela ira beaucoup mieux. Voilà, merci Claude. Alors, je peux dire, j'en ai pris hier. Alors voilà, on va voir si le sirop Euphone fait son effet d'ici demain. En tout cas, merci à tous d'avoir partagé ce moment avec nous. Merci beaucoup et merci de votre écoute.